Merci beaucoup de rester avec nous. Le grand format vous revient avec un nouvel invité. Pour ce présent numéro, nous recevons Amadou Kanouté, directeur exécutif de SYCODEV. Vous comprenez, Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Avec lui, il sera question de faire le point coronavirus, mais également des missions de SYCODEV, mais également de l'engagement et de son travail sur le terrain de tous les jours. Monsieur Kanouté, bonjour. Bonjour, M. Ba. Vous allez bien? Alhamdulillah. Alors, comment avez-vous vécu ou comment vivez-vous le contexte coronavirus actuellement avec le travail de tous les jours? Difficile. Ça nous a obligés à changer nos méthodes de travail, mais aussi de manière plus large. Ça nous a obligés à relire, à faire une autre lecture de nos valeurs spirituelles, culturelles, économiques et tout ce en quoi nous croyions et qui déterminait pourquoi on se battait, ce virus nous a obligés à les revivre. Sur le plan du travail, on a dû passer un peu comme tout le monde en système de télétravail. Et évidemment, pour des jeunes organisations ou pour des organisations comme les nôtres, c'est souvent très difficile. Est-ce que les mesures restrictives, on va dire, ont impacté de manière négative votre travail sur le terrain? Nous avons un programme pour un système de santé fort, adéquatement ressourcé et qui répond aux besoins des populations. Et aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons avec la santé, c'est son financement. Le gouvernement avait prévu de mettre 2% du budget, 2% supplémentaire chaque année sur le budget du ministère de la Santé pour pouvoir atteindre les 15% que les chefs d'État de l'Union africaine ont décidé d'allouer au budget de la santé. Le Sénégal en est à 8 ou 9%. Donc on était en plein dans cette campagne parce que quand vous regardez la structure du financement de la santé, c'est d'abord l'État, c'est ensuite le secteur privé, c'est les ménages et c'est les partenaires techniques et financiers. Ils se sont tous retrouvés il y a 2 ans pour dire qu'il nous faut une stratégie nationale de financement de la santé. Et là, chacune des parties a pris des engagements. Et l'État a pris l'engagement d'augmenter le budget du ministère de la Santé de 2% par année jusqu'à atteindre les 15% sur lesquels l'Union africaine s'est mise d'accord. On est en train de suivre ça, mais parallèlement, on était en train de travailler à identifier des mécanismes endogènes de financement de la santé. Ce qu'on a appelé les MEF, les mécanismes endogènes de financement de la santé, où on essaie de voir est-ce qu'il y a des groupes organisés comme les tontines, comme les AVEC, les associations villageoises d'épargne et crédit, les associations sportives et culturelles, travailler avec les mutuelles de santé pour que ces groupes organisés puissent être sensibilisés à adhérer aux mutuelles de santé et donc renforcer comme ça le financement de la santé dans notre pays. Ça demande à ce qu'on aille voir ces groupes organisés. Ça demande à ce qu'on les sensibilise. Ça demande à ce qu'on les informe sur la nécessité de prendre part au financement de la santé. Aujourd'hui, ce travail est arrêté. Nous ne pouvons plus le faire parce que tout simplement, jusqu'à avant-hier en tout cas, il ne nous était pas possible de nous déplacer dans les régions. Au niveau international, cela va de soi. Il était prévu beaucoup de rencontres qui devaient nous permettre d'aller faire du plaidoyer auprès des partenaires de ce pays, auprès de nos propres partenaires. Nous ne pouvons plus le faire. Alors, le coronavirus, on va dire, a impacté beaucoup de secteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, l'État, quel enseignement devrait-il tirer de cette crise sanitaire pour une meilleure efficacité des systèmes sanitaires? Notre système sanitaire, cette crise a révélé certaines de ses faiblesses. C'est d'abord que
ce qu'on appelle la pyramide sanitaire, qui commence donc à la base avec poste de santé, centre de santé, jusqu'à monter au niveau de l'hôpital, qui est le sommet de la pyramide. Cette crise a révélé que, aujourd'hui, le choix qui avait été fait de privilégier le sommet de la pyramide s'est retourné contre nous. Alors que nous avions mis en place beaucoup de structures ou des formes de regroupement, comme les relais communautaires, qui aujourd'hui, s'ils avaient été maintenus, renforcés, on aurait pu gérer au niveau de la base beaucoup de cas qui n'auraient pas eu besoin de remonter jusque dans les structures sanitaires les plus élevées de la pyramide. Donc cette crise nous révèle qu'il nous faut investir beaucoup plus dans la gestion communautaire. Tout le débat aujourd'hui, c'est ça. Tout le débat aujourd'hui, autour de cette crise, c'est comment allons-nous travailler au niveau des communautés de base pour que ces communautés de base puissent s'impliquer de manière beaucoup plus efficace dans la prise en charge de la bataille. La crise nous l'a révélé, même si nous le savions. De la pyramide sanitaire, il y a toute la question de l'équité. Ce que ça montre, c'est que quand vous prenez le triangle Dakar, Kaolack, Thiès, la majeure partie des investissements, des ressources humaines, les spécialistes, les experts se trouvent dans ces zones-là. Parce que c'est les zones dites affluentes, les zones où il y a une demande qui est solvable. Alors que la santé est un droit humain. La santé, c'est quelque chose, que vous soyez riche ou pauvre, vous y avez un droit. Donc, les investissements doivent aller dans les zones où la priorité doit être sur ceux qui n'ont pas les moyens. La crise nous a encore révélé qu'il y a ce problème-là. Le plateau technique, il est dans ces zones-là. Le personnel spécialisé, les experts, c'est dans ces zones-là. La crise nous le révèle encore plus. Et donc, le financement, qu'un gouvernement ait décidé de mettre 2% de plus chaque année, et que pour le budget de 2020, on se rend compte soudain qu'ils ont diminué plutôt le budget de 0,4%. Ça nous dit que nous ne sommes pas en train de prioriser ce qu'il faut prioriser. Il n'est pas possible d'avoir un développement social, économique, culturel, si vous n'avez pas un capital humain, donc des personnes qui sont bien en santé et qui sont bien éduquées. L'investissement, c'est là qu'il faut le faire. La dernière information qu'il y a sur ce site date du 10 avril 2020. Et ça disait qu'il y avait 29 milliards qui étaient déjà entrés. Les 14 milliards, c'était sur les ressources nationales. Les 15 milliards, c'était le concours financier apporté par la Banque africaine de développement. Ça, c'était le 10 avril. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape où il y a une loi d'habilitation. Même s'il y a une loi d'habilitation qui habilite le président à décider, parce qu'il faut agir et vite, il nous faut quand même nous contraindre aux procédures qui sont mises en place. C'est une loi de finances rectificatives, ou alors qu'on puisse au moins avoir force Covid qui puisse nous dire, comme on le fait chaque matin avec le ministère de la Santé, qui nous dit le nombre de cas, le nombre de guéris, le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes sous traitement, on devrait, même si ce n'est pas au quotidien que le ministère chargé du budget est à mesure de nous dire, ou force Covid est à mesure de nous dire, voilà combien de francs CFA est entré dans ce fonds et voilà comment ça a été utilisé. Ça, c'est ce genre de propos, quand je vous parle de redevabilité, qui est une partie
intégrante et importante de notre travail, c'est le genre de travail que nous faisons, c'est le genre de redevabilité que nous exigeons. Il nous faut au contraire profiter de ces crises et susciter, favoriser, renforcer la capacité de création de nos acteurs locaux. Cette crise, c'est ce que ça nous révèle. Les gels, on n'a plus besoin de les importer. On nous a montré, nos producteurs ici, nos universitaires, nous ont montré qu'on savait produire du gel. Chloroquine, vous avez vu toute la bataille qu'il y a? Le débat aujourd'hui au plan international, c'est pour beaucoup de pays de pouvoir se positionner sur des vaccins. Parce que leur industrie pharmaceutique a besoin de créer pour pouvoir vendre. Leur industrie pharmaceutique a besoin de dire nous avons fait de l'innovation et nous avons un brevet là-dessus. Ce brevet leur donne de l'argent, des profits et donc leur économie peut continuer à fonctionner. Aujourd'hui, cette bataille qui doit se mener au plan international, la lutte pour le vaccin, c'est d'abord une bataille de l'industrie pharmaceutique appuyée par les États. C'est d'abord une bataille politique pour certains présidents qui ont besoin d'aller vers des élections en pouvant montrer aux populations qu'ils ont maîtrisé cette pandémie-là. Nous ne devons pas tomber dans ce jeu. Gardons la tête froide. Imaginons nos solutions locales. Faisons en sorte que dans cette bataille qui est en train de se mener au plan international, positionnons-nous sur nos capacités locales. Et les chefs d'État qui peuvent se donner de la force mutuellement, quand un pays dit « j'ai trouvé telle chose », qu'on résiste à la pression de l'industrie pharmaceutique et des pays qui peuvent avoir un intérêt à ce que l'on ne développe pas tel médicament. La chloroquine n'a plus d'intérêt pour l'industrie pharmaceutique parce que c'est tombé dans le domaine public. L'industrie pharmaceutique ne va pas gagner de l'argent avec la chloroquine. Mais elle est efficiente. Ça ne coûte pas cher et ça peut soigner. Mais ça rapporte peu à l'industrie pharmaceutique qui a besoin de pouvoir dire on a de nouvelles molécules. C'est ces nouvelles molécules-là qui peuvent soigner la COVID-19. Pouvons-nous nous positionner en faisant en sorte que tout le monde dise aussi tel médicament qui est fabriqué au Togo, qui est fabriqué à Madagascar, qui est fabriqué au Sénégal ou dans d'autres pays africains, donnons-leur la force pour qu'elles puissent entrer dans la bataille avec l'industrie pharmaceutique au plan international. Voilà tout ce que la crise nous révèle. Alors, justement, restons dans le continent. L'OMS avait alerté sur le nombre de décès en Afrique dû à la COVID-19, une prophétie qui ne s'est pas encore réalisée, fort heureusement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'après-crise doit nous permettre d'évaluer, on va dire, les rapports de l'Afrique par rapport aux autres pays internationaux? Absolument, je le crois. Je le crois. C'est le moment de vraiment réévaluer nos rapports, les relations internationales tout simplement. Vous avez toute la bataille qu'il y a eu autour de l'OMS. Quand un pays n'arrive pas à faire une gestion en bon parent de la crise chez lui, il lui faut un bouc émissaire. Et évidemment, le bouc émissaire le plus approprié, le mieux désigné, c'est tout de suite l'organisation qui, au niveau mondial, était censée nous dire telle crise va arriver, voilà comment on doit s'y prendre, ainsi de suite. Quels que soient les jugements qu'on peut porter, il faudra qu'on puisse encore une fois garder la tête froide et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
L'OMS a sa place dans notre système. L'OMS, c'est un cadre démocratique, enfin, on le veut démocratique, que les décisions qui s'y prennent sont des décisions qui sont discutées entre les chefs d'État. C'est au moins un cadre où le multilatéralisme est encore de rigueur. Quelles que soient les failles qu'il y a là-bas, c'est un cadre dans lequel tout le monde peut s'exprimer. Donc, veillons à garder la tête froide et à ne pas jeter l'OMS, le bébé, avec l'eau du bain. D'ailleurs, même s'ils ont fait des décisions, s'ils ont pris des décisions à la va-vite, regardez le cas de la chloroquine, où il y a eu ces va-et-vient, ces revirements, et ainsi de suite. Ça peut prêter à confusion, ça peut nous amener à nous poser des questions sur l'OMS, mais c'est des tensions dans toutes les organisations internationales, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne, mais les pays africains, ici, ça a été extraordinaire si vous voyez combien les pays africains se sont ligués pour dire il nous faut continuer à supporter l'OMS. Quand l'OMS a dit nous ne sommes pas, nous retirons notre accord que nous avions donné à la chloroquine, des pays comme le Sénégal ont dit nous continuons avec notre protocole. Il nous faut saluer ce genre de réaction. Il nous faut vraiment tirer le chapeau à notre corps médical qui a pris ses responsabilités. Face à des institutions comme l'OMS, en tant que pays, en regardant essentiellement nos intérêts, la chloroquine ne coûte pas cher et permet aujourd'hui, on est entre 50 et 60% de taux de guérison. Écoutez les statistiques officielles. Si je m'en tiens aux statistiques officielles, je dis bien les statistiques officielles, on est à quelques 50 à 60% de taux de guérison. Mais ça, c'est pas rien. Beaucoup de pays n'ont pas cela, 50 à 60% de taux de guérison. Un taux de létalité autour de 1% de gens qui meurent. 1%. Beaucoup de pays n'ont pas cela. Donc, fort de ces informations, que notre corps médical ait décidé de dire nous avons fait notre choix sur l'hydroxychloroquine et nous allons poursuivre cela, il y a de quoi être fier. Alors le Sénégal fait face à un déconfinement, on va dire progressif, avec la réouverture des salles de classe. Quelle est votre appréciation par rapport à ce déconfinement progressif? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle responsabilité quand même pour limiter un peu la casse du nombre de cas de Covid-19 au Sénégal? Une pandémie est très difficile à gérer. Ça vient par surprise, même si le Sénégal peut dire nous avons pu capitaliser sur notre expérience de Ebola. Nous avons capitalisé sur cela, c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé du COUS. Mais le COUS, ça avait été créé justement parce que c'était une leçon de Ebola. Toutes les ressources financières, boum, ont été prises et poussées dans la gestion de Ebola. Mais ça met tout le système sanitaire à terre. Donc, ça vient toujours par surprise, une épidémie, une pandémie comme celle-là. 1. 2. Si vous n'avez pas d'expérience, c'est vrai, ça donne l'impression que vous naviguez un peu à vue. Mais 3. Cette pandémie remet en question beaucoup de nos valeurs. Aucun gouvernement n'est à mesure aujourd'hui de dire à ces populations restez chez vous, n'allez pas sur les marchés, le secteur informel, restez chez vous. Aucun gouvernement n'est capable de le faire économiquement en leur disant nous allons continuer à vous donner de quoi vous nourrir pendant toute la période où vous allez être chez vous. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que pour gérer une crise comme ça, il faut y aller par palier. Et que cela peut vouloir dire aussi revenir de temps en temps. Ça n'est pas du tout pour excuser quoi que ce soit, mais je suis en train de regarder dans mon entreprise. Quand je vois que j'ai pris une décision et que cette décision, il y a une catégorie de mon personnel qui vient et qui me dit « ça nous pose tel problème », je suis obligé de prendre en compte cela et de rectifier et d'avancer. Voilà, le grand format, c'est donc fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Amadou Kanouté, le directeur exécutif de SICODEV, Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Merci d'avoir été parmi nous donc pour cet entretien. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout n'oubliez pas les gestes barrières. À très bientôt.